organisateurs pour cette initiative qui, je l'espère, contribuera à offrir des options aux Sénégalais. Je considère qu'il faut qu'on passe à une démocratie de débat, de confrontation d'idées, et cette initiative va donc dans cette bonne direction qu'il faudrait renforcer tout au long de la campagne. Je vais vous présenter mon programme que je synthétise en 9 points. Le 10e, qui à mon avis sera d'ailleurs le premier, c'est que je considère que le Sénégal doit définitivement s'inscrire dans une dynamique de réforme institutionnelle importante. J'estime que beaucoup de nos problèmes nous viennent de l'hyperprésidentialisme dans lequel notre pays est gouverné depuis, par lequel notre pays est gouverné depuis son indépendance. Le président de la République étant le yin et le yang, l'alpha et l'oméga de ce système de gouvernance-là. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les choses démarrent toujours bien, et ça je peux vous le dire, puisque j'étais une observatrice du déroulement justement du système de gouvernance de ces 10 dernières années. Ça me donne, si j'étais un chercheur, une longitude qui me permettrait de tirer des conclusions qui pourraient être certainement considérées comme scientifiques. L'hyperprésidentialisme qu'il faudra réformer pour aller vers un système plus équilibré. Comme vous le savez, le président de la République nomme aux fonctions civiles et militaires, c'est le chef suprême des armées, il préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'ordonnateur principal des dépenses, j'en passe et tutti quanti. Évidemment, quand il se trompe tout seul, et les conséquences, évidemment, c'est les citoyens qui les vivent, mais c'est que surtout, au fil du temps, n'ayant pas de contre-pouvoir ni de garde-fou que lui imposerait la loi ou la Constitution, l'être humain étant ce qu'il est, nous dérivons systématiquement. Quand je dis nous, c'est parce que justement je parle de ce qui se passe depuis les années 60. Les régimes se terminent, si on observe bien, tous de la même manière, avec une hypertrophie dans l'exercice, l'exercice souvent, même parfois brutal, de toutes ces prérogatives. Et voilà, pas étonnant d'ailleurs, pas étonnant que nous en soyons là, à cette étape-ci. Donc il faut le réformer. Le réformer comment ? Je considère qu'il faut commencer par le problème numéro 1 actuel de ce pays, c'est son système judiciaire. Le président de la République peut rester président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que je ne veux pas non plus, et nous ne voulons pas non plus, d'une république des juges, mais il ne devrait plus avoir à nommer ni les procureurs ni les juges. Cette mission devrait être dévolue à un conseil, à un comité autonome au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République se limiterait à un contrôle de légalité et apposerait donc sa signature au bas du document nommant, disons, ces juges et ces procureurs-là. Notre justice est arrivée à un point critique. Les citoyens ont une perception extrêmement négative. Je crois que n'importe quel sondage montrerait que les Sénégalais n'ont plus confiance en leur justice. Il va falloir mettre en place, à mon avis, c'est une proposition, un comité de l'éthique de la justice qui permettrait en dernière instance aux citoyens, aux justiciables, de saisir ce comité s'ils considéraient que ces droits comme justiciables sont violés de manière flagrante, ou si ils voulaient faire état de
exceptionnel pour ce qui concerne l'exercice de ces droits-là. Voilà une des propositions. La deuxième proposition, c'est que les nominations du président de la République, qui, selon la Constitution, nomme aux fonctions civiles et militaires, il faudrait encadrer cette disposition-là et qu'il y ait des panels de validation de ces propositions de nomination, des panels d'experts. Vous êtes pressenti comme le prochain directeur général de la Sénélec. Venez devant ce panel d'experts, expliquer comment vous allez rendre l'électricité abordable pour les Sénégalais, comment vous allez veiller à l'extension, maintien et l'extension du réseau électrique, etc., etc. Que ce comité de validation, tel qu'il existe dans plusieurs pays, garantisse la qualité, disons, du personnel qui est supposé nous diriger. Autre proposition, je n'ai pas beaucoup de temps, donc il va falloir que je synthétise, c'est que l'on puisse voter cette fameuse loi qui, au fond, m'a exclu de l'Assemblée nationale, c'est sur les incompatibilités familiales. Les démocraties africaines ont trop de problèmes avec les familles présidentielles. Ça, c'est clair. Sénégal, Guinée, partout. On n'est plus dans un système de chefferie africaine, c'est fini. Donc ça, puisque visiblement la pratique libre n'arrive pas à s'ajuster à la modernité, il faut une loi sur les incompatibilités familiales. Je n'ai jamais dit que les parents du président de la République n'avaient pas de droit, mais comme vous le savez, deux magistrats, frères et sœurs, ne peuvent pas être dans le même tribunal, un mari et son épouse ne peuvent pas être dans le même conseil, etc. Parce que la loi prévoit justement ces incompatibilités, il faut l'élargir à la famille présidentielle. Il faudrait, pour ce qui concerne le budget, puisque c'est l'ordonnateur principal des dépenses, que la loi exige un certain pourcentage obligatoire à allouer à certains secteurs clés de la nation, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, tout au moins. Les femmes qui constituent la moitié de la population, vous essayez d'indexer dans le budget les ressources qui leur sont allouées, elles sont minimales. Et d'autres dispositions, disons, qui permettraient de limiter les pouvoirs du président de la République. Vous aurez constaté que je ne suis pas pour un régime parlementaire. Je considère que, par exemple, si on était dans un système parlementaire actuellement, le pays n'aurait pas été gouverné. Benno s'est débrouillé après mon départ pour avoir une majorité, mais vous savez comment. Je ne rentre pas dans les détails, mais si on s'en tenait strictement aux chiffres, aujourd'hui, le gouvernement n'aurait pas été capable de faire voter son budget. Donc, voilà les risques un peu. C'est pour cela que je considère que le système tel qu'il existe consisterait à encadrer significativement les pouvoirs du président de la République. Alors, deuxième axe central, premier axe central de mon programme, ça c'est, disons, le chapeau sur les réformes institutionnelles. Je ne suis pas allé dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a aussi d'autres éléments de réforme pour ce qui concerne par exemple les femmes et les jeunes. Je suis pour qu'on ait la parité dans toutes les instances, y compris le gouvernement. Je suis pour une représentation des jeunes obligatoire, telle qu'on l'a fait pour les femmes, parce qu'évidemment, entre les jeunes et les femmes, c'est 80% de la population. Et vous n'arrivez pas à les tracer dans l'architecture de gouvernance de manière équitable. Alors, j'ai synthétisé mon programme en 9 points. Moi, je considère qu'au XXIe siècle, il est inacceptable que les êtres humains en soient à chercher à manger, à se soigner sans le pouvoir, à s'éduquer sans le pouvoir, à vivre dans des conditions qui sont indignes pour la race humaine dans beaucoup de situations. Moi, je suis pour un programme d'éradication définitive de la pauvreté que j'ai intitulé programme Lek Fadou Djang de Koufoussel. Ça, c'est le cœur de mon programme, une fois que j'ai procédé à ces réformes. Lek Fadou Djang de Koufoussel. Ça, c'est le premier point sur l'éradication définitive de la pauvreté. Pour moi, il s'agit d'instaurer comme super priorité un niveau de prix soutenable du panier de la ménagère,
et des denrées de première nécessité à travers un programme Yombal Dundgi, par la réorganisation profonde des fonds alloués aux subventions étatiques et une allocation adéquate des recettes du pétrole et du gaz. Je ne suis pas en train de dire que bon, on va avoir un appel de fonds extraordinaire, mais je suis en train de dire que je reste dans une situation, disons, raisonnable de gestion des ressources et tout le système de subvention va être revu de fond en comble pour soutenir justement le coût de la vie. Je compte également approfondir le programme des bourses familiales en le rendant évidemment transparent et non politique, avec un système strict de contrôle des ayants droit, le suivi des exigences attendues au niveau des familles bénéficiaires. C'était ça au départ, parce que cette idée venait de moi au fond, et je l'avais emprunté au Brésil et au Mexique, et on avait pu le mettre dans le programme à l'époque Yoonu Yokkute, mais il y avait une obligation. Toutes les familles qui recevaient cette bourse devaient rendre compte de la situation scolaire et sanitaire des enfants. Ça, on ne l'a pas contrôlé. Et ensuite, la politique s'y est mêlée. Je considère aussi qu'il faudra prendre en compte les droits de nos compatriotes vivant avec un handicap dans toutes les politiques de développement. La carte d'égalité des chances devra être universalisée au niveau de ce groupe de nos concitoyens. Et nous devrons renforcer le système de prise en charge éducatif des enfants et des jeunes qui ont des besoins spéciaux, que ce soit les enfants déficients physiques ou mentaux, qui sont aussi des citoyens à part entière avec des droits égalitaires. Vous allez à Kaolack, si vous avez un enfant déficient physique ou handicapé mental, vous n'avez aucune structure pour le prendre en charge, alors qu'on pourrait même au sein des établissements classiques, ça c'est une question d'intelligence, avoir, disons, un tract pour ces enfants-là qui sont aussi détenteurs de leurs droits. Je considère qu'il faudra assurer un quota obligatoire pour les personnes vivant avec un handicap dans tous les recrutements de la fonction publique nationale et discuter avec le secteur privé également sur la question de ce quota-là. Il nous faudra également, et je suggère dans mon programme, de réformer l'assurance maladie universelle et la rendre soutenable et effective au niveau des couches les plus vulnérables, notamment au niveau des femmes, des enfants et des personnes vivant avec un handicap, mais aussi des personnes âgées, puisqu'il est important également qu'elles puissent accéder aux soins, qu'elles soient en milieu urbain, semi-rural ou rural. Je compte institutionnaliser la santé mobile par le concept de l'hôpital sans mur, avec des prestations sanitaires mobiles, en zone rurale notamment, mais également avec des consultations mensuelles le vendredi autour des mosquées et le dimanche autour des églises. Et ça, c'est faisable. En cherchant la contribution des étudiants en médecine, il suffit de le mettre dans le curriculum de formation que vous avez tant d'heures à allouer justement à ces activités communautaires si vous voulez ensuite devenir médecin en plus de votre thèse, etc. Donc ça, c'est faisable en mobilisant également nos étudiants en médecine. Alors, nous sommes voilà un peu dans la santé. Et je suis en train de dérouler, rappelez-vous, le programme Django, Fadou, Lekoubiom. Alors, quand on vient au niveau de l'alimentation, moi, comme je l'ai dit, pour moi, c'est choquant. Quand vous voyez dans certains pays qu'on déverse le lait, etc., et que nous en soyons toujours à quasiment nous activer du matin au soir pour chercher à manger. Et je compte promouvoir activement le consommer local par des commandes publiques obligatoires, que ce soit les hôpitaux, les écoles, l'armée. Nous exigerons que justement le consommer soit vraiment local, c'est-à-dire que toutes les commandes se fassent à partir de ce que produisent les PME sénégalaises, les groupements de femmes, et cela, on y veillera. Alors, l'être humain au XXIe siècle doit pouvoir s'éduquer, ça devrait même être une obligation, et je pense qu'il faudra, je compte réhabiliter l'école sénégalaise en collaboration avec tous les acteurs et en renforçant les formations techniques adaptées aux avantages comparatifs des terroirs et toutes celles qui sont nécessaires aux besoins de notre développement.
Je donne toujours l'exemple des Bahamas qui vit sur le tourisme. L'une des formations les plus recherchées aux Bahamas, c'est la formation pour être jardinier. Parce qu'évidemment, le pays est manicuré à de beaux jardins parce qu'ils vivent du tourisme. Voilà. Donc, être un jardinier, vous gagnez un salaire significatif parce que cela répond à un besoin du pays qui tire 90% de ses ressources du tourisme. Évidemment, nous devons pouvoir, de ce point de vue-là, avoir des centres de formation au métier du lait dans la zone sylvopastorale où on déverse le lait à un certain moment de l'année parce qu'il n'y a pas de chambre froide pour le garder, mais surtout on ne sait pas le transformer. Mais pourquoi on ne sait pas le transformer? Parce que personne n'est formé pour le transformer. Faire du beurre, du lait, du fromage, c'est quand même à la portée des Sénégalais. Pareil pour, si je voulais donner un autre exemple, l'arachide. Il y a plus d'une centaine de produits dérivés de l'arachide, c'est ce que nous dit l'Institut Technologie Alimentaire, et pourtant, voilà, on ne transforme rien du tout. La coque en aliment de bétail, soit dit en passant, la Sonacos utilise la coque pour faire de l'électricité. S'il y avait des formations utiles, on pourrait faire de l'aliment de bétail, des produits à base de cordage. Voilà, nous sommes un pays en bordure de mer, nous recueillons des bateaux, etc. Le temps ne me permet pas de développer, mais il s'agit vraiment de réadapter notre formation à tous les niveaux. Nous avons un taux de déperdition scolaire très élevé à partir de l'école primaire. Ces enfants qui sortent de l'école primaire, ben, ils sont livrés à eux-mêmes. Des centres de formation dans leur terroir leur permettraient d'acquérir les rudiments en termes de savoir pour pouvoir ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat, dans leur zone, ou être même embauchés par des entreprises